L'histoire constitue une notion fondamentale en philosophie. Elle nous offre les outils conceptuels nécessaires pour comprendre notre condition humaine dans sa dimension temporelle et collective. Cette notion nous permet de penser 5 dimensions cruciales de l'expérience humaine. D'abord, le temps collectif. Comment les sociétés vivent et organisent leur temporalité. Ensuite, la mémoire, la façon dont nous conservons et transmettons notre héritage culturel. Troisièmement, la vérité. Comment distinguer les faits historiques des mythes et des interprétations. Quatrièmement, la liberté, le rôle de l'action humaine dans le cours des événements. Enfin, le devenir de l'humanité, vers quoi nous dirigeons-nous collectivement. Ce cours explorera en profondeur 3 questions fondamentales qui traversent toute réflexion philosophique sur l'histoire. Première question. L'histoire a-t-elle un sens? Suit-elle une direction, un but, ou est-elle simplement une succession d'événements sans logique apparente? Deuxième question cruciale. L'historien peut-il être objectif? Cette interrogation touche au cœur de la méthode historique et de la possibilité même d'une connaissance scientifique du passé. Enfin, troisième question. Comment le passé influence-t-il notre présent et notre futur? Cette question nous amène à réfléchir sur les liens complexes entre temporalité et sur notre responsabilité face à l'héritage historique. Ce cours vous propose une exploration approfondie des perspectives philosophiques sur l'histoire. Nous examinerons les contributions de penseurs majeurs depuis Thucydide jusqu'aux philosophes contemporains, en passant par Voltaire, Hegel, Marx, Nietzsche, Camus et Braudel. À travers cette analyse détaillée, nous développerons une compréhension nuancée de l'histoire comme objet de réflexion philosophique, en examinant ses enjeux épistémologiques, éthiques et politiques pour notre époque contemporaine. Le mot « histoire » possède une richesse sémantique particulière qui révèle toute la complexité de cette discipline. Cette ambiguïté n'est pas accidentelle, elle reflète la nature même de l'histoire comme domaine de connaissance. L'histoire possède 2 dimensions fondamentales. D'une part, l'histoire-réalité désigne le passé des actions humaines tel qu'il s'est effectivement déroulé. Ce sont les événements, les faits, les actions qui ont eu lieu dans le temps. D'autre part, l'histoire-récit correspond au récit construit de ce passé. C'est la narration, l'interprétation et la mise en forme de ces événements passés par l'historien. Cette distinction est cruciale pour comprendre la nature de la discipline historique. Cette transformation de l'histoire-réalité en histoire-récit n'est pas automatique. Elle nécessite un travail complexe de construction, d'interprétation et de mise en forme par l'historien. L'historien n'est pas un simple narrateur qui rapporte des événements. C'est un véritable chercheur qui suit une méthodologie rigoureuse. Son travail se décompose en plusieurs étapes essentielles. Premièrement, l'historien mène une enquête active. Il recherche, collecte et examine les sources disponibles, documents d'archives, témoignages, vestiges archéologiques et toute trace du passé qui peut éclairer sa recherche. Deuxièmement, il procède au croisement des sources. Cette étape cruciale consiste à confronter différents témoignages, à vérifier leur cohérence et à identifier les contradictions ou les convergences entre les différentes sources. Troisièmement, l'historien interprète les traces du passé. Il ne se contente pas de décrire, il analyse, explique et donne du sens aux événements en les replaçant dans leur contexte historique, social et culturel. Il est essentiel de comprendre que le récit historique, bien qu'il vise l'objectivité et l'explication rationnelle, reste fondamentalement une construction. Cette construction n'est pas arbitraire, mais elle est nécessairement influencée par plusieurs facteurs. L'historien cherche à fournir une explication rationnelle des événements passés, mais sa perspective personnelle, son époque, sa culture et ses méthodes influencent inévitablement sa reconstruction du passé. Cette subjectivité n'invalide pas le travail historique, mais elle nous rappelle que l'histoire est toujours une interprétation du passé, non sa reproduction exacte. Cette distinction fondamentale entre histoire-réalité et histoire-récit nous permet de mieux comprendre la nature complexe de la discipline historique et les défis auxquels sont confrontés les historiens dans leur quête de connaissance du passé. La question de savoir si l'histoire constitue une véritable science a traversé les siècles.
Deux penseurs majeurs nous offrent des perspectives complémentaires sur cette interrogation fondamentale. Thucydide dans l'Antiquité et Gaston Bachelard au XXe siècle. Thucydide, historien grec du 5e siècle avant notre ère, révolutionne l'écriture de l'histoire avec son récit de la guerre du Péloponnèse. Il affirme vouloir produire une histoire rigoureuse, débarrassée des mythes et des légendes qui caractérisaient les récits historiques de son époque. Sa méthode historique pose les bases de ce que nous considérons aujourd'hui comme une approche scientifique. Elle repose sur trois piliers fondamentaux: l'analyse critique des sources, l'enquête directe auprès des témoins et la vérification systématique des témoignages. Dans son œuvre sur la guerre du Péloponnèse, Thucydide applique cette méthode rigoureuse pour analyser le conflit entre Athènes et Sparte. Il distingue soigneusement les faits vérifiables des opinions et des rumeurs, établissant ainsi un modèle de rigueur historique. Gaston Bachelard, philosophe et épistémologue français du XXe siècle, apporte une perspective moderne sur la scientificité de l'histoire. Pour lui, l'histoire constitue une science à part, distincte des sciences expérimentales traditionnelles. Selon Bachelard, l'histoire se distingue des autres sciences par trois caractéristiques fondamentales. Elle ne peut observer des faits reproductibles, elle étudie des événements uniques dans le temps et elle ne permet pas l'expérimentation contrôlée. Malgré ces limitations, elle vise néanmoins la vérité. L'apport de Thucydide et de Bachelard révèle une tension fondamentale au cœur de l'histoire. D'un côté, l'aspiration à l'objectivité scientifique avec une méthode rigoureuse, l'analyse critique et la recherche de vérité. De l'autre côté, la réalité incontournable de la subjectivité, marquée par l'interprétation, la perspective particulière de l'historien, ses choix dans la sélection des sources et l'influence de son contexte culturel. Cette tension n'invalide pas la démarche historique, mais elle la caractérise. L'histoire vise la vérité tout en reconnaissant qu'elle est marquée par l'interprétation. C'est cette spécificité qui fait de l'histoire une science particulière, ni purement objective comme les sciences expérimentales, ni purement subjective comme la littérature. La question du sens de l'histoire constitue l'une des interrogations les plus profondes de la philosophie. Cette question nous amène à réfléchir sur la nature même du temps, du changement et de la condition humaine. Quand nous observons le déroulement de l'histoire, nous voyons une succession d'événements, de personnages et de transformations sociales. Mais cette succession suit-elle une logique particulière? A-t-elle une direction, un but, une signification? Face à cette question du sens de l'histoire, les philosophes ont développé trois grandes perspectives. Chacune offre une interprétation différente de ce que représente le mouvement historique. La première perspective voit l'histoire comme un progrès. Selon cette vision, l'humanité évolue graduellement vers un état meilleur, plus éclairé, plus juste. Cette conception optimiste considère que chaque époque apporte des améliorations par rapport à la précédente. La deuxième perspective, plus pessimiste, considère l'histoire comme une absurdité. Pour ces penseurs, les événements historiques ne suivent aucune logique rationnelle. L'histoire serait un enchaînement chaotique de hasards, sans direction ni signification profonde. La troisième perspective interprète l'histoire comme une lutte permanente. Cette vision met l'accent sur les conflits entre classes sociales, entre idées, entre forces opposées, qui constituent le moteur véritable du changement historique. Ces différentes perspectives ne sont pas seulement des théories abstraites. Elles influencent profondément notre façon de comprendre le présent et d'envisager l'avenir. Chaque métaphore, escalier, labyrinthe ou champ de bataille oriente notre perception de ce que nous vivons. Ces trois perspectives sur le sens de l'histoire ne sont pas apparues spontanément. Elles s'enracinent dans toute l'histoire de la pensée philosophique, depuis les présocratiques jusqu'aux penseurs contemporains. Pourquoi cette question du sens de l'histoire est-elle si importante? Parce qu'elle influence directement notre façon de vivre et d'agir. Selon que nous croyons au progrès, à l'absurdité ou à la lutte, nous n'abordons pas de la même manière les défis de notre époque. Dans les sections suivantes, nous explorerons en détail chacune de ces trois perspectives philosophiques,
en découvrant les penseurs qui les ont développés et les arguments qu'ils ont avancés pour défendre leur vision de l'histoire. La conception de l'histoire comme progrès représente l'une des perspectives les plus influentes de la philosophie des Lumières. Cette vision optimiste voit l'humanité avancer inexorablement vers plus de raison, de liberté et de bonheur. Cette perspective trouve ses racines dans le siècle des Lumières, période d'effervescence intellectuelle où les philosophes repensent fondamentalement le rapport de l'humanité à son histoire et à son avenir. François-Marie Arouet, dit Voltaire, incarne parfaitement l'esprit des Lumières. Pour lui, l'histoire humaine n'est pas un cycle répétitif ou un chaos sans sens, mais une progression vers plus de raison et de liberté. Voltaire identifie 4 piliers fondamentaux du progrès historique. D'abord, la raison humaine, capable de percer les mystères du monde et de guider nos actions. Ensuite, la science, qui libère l'humanité des superstitions et des erreurs ancestrales. Il prône également la tolérance religieuse et la liberté de penser, conditions essentielles à l'épanouissement de l'esprit humain. Enfin, l'éducation devient l'instrument privilégié pour élever l'humanité vers un avenir meilleur. Cette vision optimiste se résume dans sa célèbre maxime : il faut cultiver notre jardin. L'humanité doit travailler activement à son perfectionnement, tant individuel que collectif. Marie-Jean-Antoine Nicolas de Carita, marquis de Condorcet, pousse plus loin encore la réflexion sur le progrès historique. Mathématicien et philosophe, il développe une véritable science du progrès humain. Dans son esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain, Condorcet divise l'histoire en 10 époques successives, chacune marquant une étape vers l'émancipation de l'humanité. Les premières époques voient l'humanité sortir de l'état de nature grâce à l'agriculture, puis développer l'écriture et les premières sciences. La Grèce antique marque un tournant décisif avec l'émergence de la philosophie rationnelle. La Renaissance, les Lumières et la Révolution française constituent les étapes les plus récentes de cette marche vers la liberté. Mais Condorcet va plus loin. Il prédit un avenir où l'humanité atteindra la perfection morale et intellectuelle. Cette 10e époque future verra l'établissement d'une égalité parfaite entre les nations et entre les individus, ainsi que le perfectionnement indéfini des facultés humaines. Pour Condorcet, le progrès n'a pas de limite. Georg Wilhelm Friedrich Hegel révolutionne la conception du progrès historique en lui donnant une dimension métaphysique. Pour lui, l'histoire n'est pas seulement le théâtre du progrès humain, mais le lieu même où se déploie la raison universelle. Selon Hegel, la raison qu'il nomme Vernunft gouverne effectivement le monde et son histoire. Cette raison n'est pas une simple faculté humaine, mais une force cosmique qui se réalise à travers les événements historiques. Le processus historique suit une logique dialectique. Chaque époque prend en elle sa propre contradiction, qui engendre une nouvelle synthèse plus riche. L'esprit absolu se déploie ainsi progressivement dans l'histoire. Cette vision culmine dans sa célèbre formule : l'histoire est le progrès de la conscience de la liberté. L'humanité prend progressivement conscience de sa liberté fondamentale, depuis les despotismes orientaux jusqu'aux États modernes. Pour Hegel, l'Orient ne connaissait qu'un seul homme libre, le despote. La Grèce et Rome ont étendu la liberté à quelques-uns. Le monde germanique moderne réalise enfin que tous les hommes sont libres par essence. Ces 3 penseurs, malgré leurs différences, partagent une vision fondamentalement optimiste et téléologique de l'histoire. Ils croient tous que l'histoire humaine possède une direction et un sens profond. Pour eux, l'histoire n'est ni cyclique ni chaotique, mais orientée vers un but : l'émancipation progressive de l'humanité par la raison, la science et la liberté. Cette vision téléologique influence encore aujourd'hui notre rapport au progrès. Cette conception progressiste de l'histoire, incarnée par la formule hégélienne du progrès de la conscience de la liberté, représente l'un des héritages les plus durables de la philosophie des Lumières, même si elle sera plus tard remise en question par d'autres courants de pensée. Contrairement aux philosophes qui voient dans l'histoire un progrès ou une évolution positive, certains penseurs ont développé une vision radicalement différente, l'histoire comme absurdité, dénuée de sens intrinsèque. Friedrich Nietzsche, philosophe allemand du XIXe siècle,
a développé une critique radicale de l'idée de progrès historique. Pour lui, l'histoire n'avance pas vers un but supérieur, mais suit plutôt un mouvement cyclique qu'il nomme l'éternel retour du même. Cette conception suggère que tous les événements, toutes les situations se répètent éternellement dans un cycle infini, sans jamais progresser vers quelque chose de meilleur ou de différent. L'histoire devient ainsi une répétition sans fin, dénuée de finalité. Selon Nietzsche, l'histoire n'est rien d'autre qu'un chaos de forces en conflit permanent. Ces forces s'affrontent sans suivre aucune logique supérieure, sans tendre vers un but précis. Il n'y a ni providence divine, ni raison universelle qui guide le cours des événements. Albert Camus, écrivain et philosophe français du XXe siècle, a développé une réflexion profonde sur l'absurdité de la condition humaine. Dans son essai « Le mythe de Sisyphe », il explore cette question fondamentale du sens de l'existence et de l'histoire. Pour Camus, l'absurde naît de la confrontation entre notre besoin humain de trouver un sens à l'existence et le silence du monde qui ne nous répond pas. L'homme cherche désespérément des réponses, mais l'univers reste muet face à ces questions existentielles. Camus utilise le mythe grec de Sisyphe comme métaphore de la condition humaine. Sisyphe est condamné par les dieux à pousser éternellement un rocher au sommet d'une montagne, sachant qu'il retombera toujours. Cette tâche répétitive et apparemment dénuée de sens représente notre existence. Face à cette absurdité, Camus ne prône pas le désespoir, mais plutôt l'acceptation lucide de notre condition. Puisque l'histoire n'a pas de sens intrinsèque, c'est précisément à nous, êtres humains, de lui donner une signification. Nous devons assumer cette responsabilité de créer nos propres valeurs et notre propre sens. Ainsi, tant Nietzsche que Camus nous invitent à abandonner l'illusion d'un sens prédonné de l'histoire. Pour eux, reconnaître l'absurdité de notre condition n'est pas une défaite, mais le point de départ d'une authentique liberté humaine. C'est en acceptant cette absence de sens que nous pouvons véritablement commencer à construire notre propre signification. Pour Karl Marx, l'histoire n'est ni un progrès linéaire, ni une succession d'événements absurdes. Elle est avant tout une lutte perpétuelle entre les classes sociales, déterminées par les conditions économiques de chaque époque. Marx énonce cette perspective révolutionnaire dans une citation devenue célèbre. L'histoire de toute société jusqu'à nos jours est l'histoire de la lutte des classes. Cette affirmation constitue le fondement de sa conception matérialiste de l'histoire. Selon Marx, l'histoire est déterminée par les conditions économiques. L'infrastructure économique, c'est-à-dire les moyens de production et les rapports de production, détermine la superstructure sociale, politique et culturelle. Les contradictions inhérentes au système économique génèrent les conflits qui font avancer l'histoire. Marx identifie deux classes principales dans la société capitaliste. La bourgeoisie, qui possède les moyens de production, et le prolétariat, qui ne possède que sa force de travail. Ces deux classes ont des intérêts fondamentalement opposés, ce qui génère un conflit permanent qui structure l'histoire. Marx applique la logique dialectique de Hegel à l'histoire. Chaque système social contient ses propres contradictions qui génèrent une opposition. Cette tension dialectique mène finalement à une révolution qui produit un nouveau système social qui devient à son tour une nouvelle thèse. Pour Marx, les révolutions ne sont pas des accidents historiques, mais le résultat inévitable de l'accumulation des contradictions sociales. Le processus révolutionnaire suit une logique: accumulation des tensions, prise de conscience de classe, organisation collective, puis transformation révolutionnaire du système social. La perspective marxiste révolutionne la compréhension de l'histoire. Contrairement aux visions idéalistes, Marx propose une analyse matérialiste où les conditions économiques déterminent l'évolution sociale. L'histoire devient ainsi un processus dialectique de lutte de classe, orienté vers l'émancipation finale du prolétariat et l'avènement d'une société sans classe. La question du rôle des individus dans l'histoire constitue l'un des débats les plus fascinants de la philosophie. Qui fait véritablement l'histoire, les grands hommes ou les forces collectives? D'un côté, nous avons ceux qui croient au pouvoir des grands hommes,
des individus exceptionnels, capables de changer le cours de l'histoire par leurs décisions et leur volonté. De l'autre, ceux qui privilégient les forces collectives, les structures sociales et les mouvements de masse. Georg Wilhelm Friedrich Hegel développe une vision fascinante avec sa théorie des hommes providentiels. Pour lui, des figures comme Napoléon Bonaparte ne sont pas les véritables créateurs de l'histoire, mais plutôt les instruments de ce qu'il appelle l'esprit du monde. Selon Hegel, l'histoire possède sa propre logique, sa propre direction. Les grands hommes comme Napoléon croient agir selon leur volonté personnelle, mais ils ne font qu'accomplir inconsciemment les desseins de l'histoire universelle. Jean-Paul Sartre propose une vision radicalement différente. Pour lui, l'être humain est fondamentalement libre et donc entièrement responsable de ses actions dans l'histoire. Il rejette tout déterminisme historique. Selon Sartre, nous sommes condamnés à être libres. Chaque décision que nous prenons, chaque action que nous accomplissons contribue à façonner l'histoire. Il n'y a pas d'esprit du monde qui nous guide, seulement notre liberté et notre responsabilité. La vérité se trouve probablement dans une synthèse de ces deux perspectives. L'histoire n'est ni le simple produit de grands hommes agissant en toute liberté, ni le résultat mécanique de forces collectives aveugles. L'histoire émerge de l'interaction complexe entre les décisions individuelles conscientes et le contexte collectif dans lequel elles s'inscrivent. Chaque action individuelle s'inscrit dans un cadre social, culturel et historique qui la conditionne sans pour autant la déterminer complètement. Ainsi, les grands hommes font bien l'histoire, mais ils la font dans des circonstances qu'ils n'ont pas choisies, héritées du passé et conditionnées par leur époque. L'histoire est donc à la fois création et héritage, liberté et nécessité. Qui fait vraiment l'histoire? Est-ce que ce sont les grands personnages héroïques ou bien les masses populaires et les structures profondes de la société? Cette question fondamentale oppose deux visions radicalement différentes de l'histoire. Karl Marx révolutionne la compréhension de l'histoire en affirmant que ce ne sont pas les grands hommes qui font l'histoire, mais les forces collectives. Pour Marx, l'histoire est avant tout l'histoire de la lutte des classes sociales. Marx soutient que les luttes sociales entre les classes dominantes et dominées constituent le véritable moteur de l'histoire. Les forces économiques et les rapports de production déterminent l'évolution des sociétés, bien plus que les actions individuelles des dirigeants. Cette pyramide sociale illustre la vision marxiste de la société industrielle. Au sommet, la bourgeoisie possède les moyens de production. En bas, le prolétariat vend sa force de travail. C'est la tension entre ces classes qui génère les transformations historiques. Fernand Braudel, historien français du XXe siècle, propose une approche encore plus radicale. Il distingue trois niveaux temporels dans l'analyse historique, remettant en question l'importance des événements ponctuels. Le premier niveau est l'événementiel, les faits rapides, l'actualité politique, les décisions des dirigeants. C'est l'histoire traditionnelle des batailles et des traités. Le deuxième niveau est le conjoncturel, les cycles économiques et sociaux qui s'étendent sur plusieurs décennies. Les crises, les expansions, les transformations sociales graduelles. Le troisième niveau est le structurel, l'évolution très lente des civilisations, des mentalités, des techniques. Ces transformations s'étendent sur des siècles et déterminent les possibilités d'action des niveaux supérieurs. Ce graphique illustre parfaitement le niveau conjoncturel de Braudel. Les cycles économiques, avec leurs phases d'expansion, de pic, de contraction et de reprise. Ces rythmes moyens échappent souvent à la conscience des contemporains. Cette frise chronologique des civilisations anciennes illustre le niveau structurel de Braudel. Sur plusieurs millénaires, nous observons l'émergence, l'apogée et le déclin des grandes civilisations. Ces transformations profondes conditionnent tous les événements particuliers. Marx et Braudel révolutionnent notre compréhension de l'histoire. Ils montrent que l'histoire n'est pas seulement un récit de grands personnages, mais l'étude de forces collectives et de structures profondes. Cette perspective multidimensionnelle révèle que les dynamiques historiques les plus importantes sont souvent invisibles aux contemporains.
Les luttes sociales, les cycles économiques et l'évolution des civilisations constituent les véritables moteurs de l'histoire. Ainsi, pour comprendre véritablement l'histoire, nous devons analyser simultanément les événements ponctuels, les mouvements conjoncturels et les transformations structurelles. Cette approche nous permet de saisir la complexité réelle du devenir historique. La question de l'accessibilité du passé constitue l'un des défis les plus fondamentaux de l'histoire en tant que discipline. Peut-on vraiment connaître le passé tel qu'il a été vécu? Cette interrogation touche au cœur même de la méthode historique et soulève des questions épistémologiques profondes sur la nature de la connaissance historique. Paul Ricoeur, philosophe français majeur du XXe siècle, a consacré une réflexion approfondie à cette question dans son œuvre monumentale La mémoire, l'histoire, l'oubli. Selon Ricoeur, l'historien ne peut accéder directement au passé. Il doit travailler à partir de traces matérielles, d'archives documentaires et de témoignages humains. Cependant, Ricoeur souligne qu'il existe toujours une médiation interprétative. Le passé originel et sa reconstruction historique ne sont jamais identiques. Cette idée est parfaitement illustrée par la citation de l'historien Norman Davies qui compare la reconstruction du passé à la traduction de poésie. Prenons l'exemple concret de cette lettre manuscrite de Frederick Douglass, datée de 1869. Ce document authentique constitue une trace précieuse du passé. Cependant, pour comprendre cette lettre, l'historien doit l'interpréter dans son contexte. Le document révèle des aspects du passé, mais ne nous permet pas de le revivre tel qu'il était. En conclusion, l'histoire constitue une recherche de vérité plutôt qu'une quête de certitude absolue. L'historien peut s'approcher de la vérité du passé sans jamais pouvoir le reproduire à l'identique. Cette limitation n'invalide pas la démarche historique, mais nous rappelle l'importance de la rigueur méthodologique et de l'humilité épistémologique dans l'approche du passé. Dans l'étude philosophique de l'histoire, il est crucial de comprendre la distinction fondamentale entre mémoire et histoire, deux concepts souvent confondus, mais profondément différents dans leur nature et leur fonction. La mémoire représente une expérience vécue, subjective et émotionnelle. Elle est sélective, privilégiant certains souvenirs selon leur importance personnelle ou collective. L'histoire, en revanche, constitue une reconstitution scientifique du passé, visant l'objectivité à travers une méthode critique et rigoureuse. Maurice Alvax, sociologue français du début du XXe siècle, a révolutionné notre compréhension de la mémoire en démontrant qu'elle est fondamentalement sociale. Selon lui, nous ne nous souvenons qu'en nous plaçant du point de vue d'un ou plusieurs groupes sociaux qui fournissent les cadres de notre mémoire. La mémoire fonctionne à travers des systèmes complexes d'interaction entre l'individuel et le social. La mémoire autobiographique individuelle s'articule avec la mémoire sociale à travers des schémas, des scripts et des rôles sociaux, formant ainsi une mémoire collective qui dépasse la simple somme des mémoires individuelles. Histoire et mémoire entretiennent des relations complexes d'influence mutuelle. L'histoire peut corriger les biais, déformations et oublis sélectifs de la mémoire grâce à sa méthode critique. Inversement, la mémoire influence l'histoire en orientant le choix des sujets d'étude, les perspectives adoptées et les interprétations proposées. Le devoir de mémoire et la mémoire collective illustrent parfaitement cette interaction complexe. Le devoir de mémoire impose une obligation morale de transmission et de reconnaissance, tandis que la mémoire collective forge l'identité partagée et la cohésion sociale. Ces concepts révèlent comment mémoire et histoire s'articulent dans la construction du sens social et de notre rapport au passé. Au cours des dernières décennies, nous avons assisté à une transformation majeure dans la façon dont nous concevons l'histoire et sa philosophie. Cette période marque une crise profonde des philosophies traditionnelles de l'histoire. Cette crise se manifeste par plusieurs phénomènes interconnectés. D'abord, nous observons une remise en question fondamentale des grands récits historiques qui ont dominé la pensée occidentale pendant des siècles. La notion de progrès linéaire, héritée des Lumières, est particulièrement critiquée.
Les philosophes contemporains questionnent l'idée que l'histoire suit une trajectoire ascendante vers un but défini. Cette crise s'accompagne également d'un doute profond sur la possibilité d'atteindre une objectivité historique absolue, ainsi que d'un questionnement radical de la raison moderne elle-même. La remise en question de la raison moderne constitue le cœur de cette crise. Les philosophes contemporains critiquent la rationalité instrumentale qui a dominé la modernité, questionnant sa prétention à l'universalité. Cette critique s'étend au dualisme traditionnel entre sujet et objet, remettant en cause les fondements épistémologiques de la connaissance historique occidentale. L'universalisme occidental est également questionné, ouvrant la voie à une recherche d'alternatives épistémologiques qui intègrent d'autres traditions de pensée. Face à cette crise émerge une recherche d'une sagesse et d'un humanisme ancrés dans la nature. Cette tendance représente un tournant majeur dans la réflexion contemporaine sur l'histoire. Cette nouvelle approche privilégie une sagesse écologique qui cherche à respecter les équilibres naturels, remettant en question les paradigmes destructeurs de la modernité industrielle. L'humanisme se trouve renouvelé par cette perspective, redéfinissant l'être humain non plus comme maître de la nature, mais comme partie intégrante d'un écosystème complexe. Cette approche valorise la connexion avec le monde vivant et critique l'anthropocentrisme qui a longtemps dominé notre vision de l'histoire. Cette crise a conduit à une réévaluation profonde des fondements de notre compréhension du passé. De nouvelles méthodologies historiques émergent, intégrant des perspectives multiples et interdisciplinaires. Cette transformation favorise le dialogue avec d'autres disciplines et l'ouverture aux savoirs non occidentaux, enrichissant considérablement notre approche de l'histoire. Ainsi, la crise des philosophies de l'histoire, loin d'être destructrice, ouvre de nouvelles voies pour comprendre le passé et construire l'avenir. Elle marque un tournant vers une approche plus humble, plus inclusive et plus respectueuse de la complexité du monde. La postmodernité représente un tournant majeur dans la pensée philosophique contemporaine. Popularisée après 1969, elle ambitionne de mettre un terme définitif à la philosophie traditionnelle de l'histoire. Cette révolution intellectuelle prend racine dans les années suivant 1969, marquant une rupture fondamentale avec les conceptions traditionnelles de l'histoire et du progrès. La postmodernité remet en question les grands récits traditionnels qui structuraient notre compréhension de l'histoire. Ces récits linéaires proposaient une vision cohérente du développement humain, du progrès et de la finalité historique. La pensée postmoderne privilégie une approche fragmentée et déconstruite. Elle rejette l'idée d'une histoire unifiée et cohérente, préférant mettre en lumière la multiplicité des perspectives et la discontinuité des expériences humaines. Cette déconstruction se manifeste par le rejet des visions linéaires du progrès. La postmodernité privilégie la multiplicité des perspectives, reconnaît la discontinuité historique et embrasse un relativisme culturel qui remet en question toute prétention à l'universalité. L'approche postmoderne privilégie la fragmentation comme méthode d'analyse historique. Elle rejette la recherche de totalité, valorise le fragment comme porteur de sens, critique l'obsession de la cohérence et reconnaît la légitimité de la pluralité des récits historiques. L'impact de la postmodernité sur la philosophie de l'histoire est radical. Elle proclame la fin des méta-récits, critique toute forme de téléologie historique et favorise l'émergence d'un relativisme qui remet en question les fondements mêmes de la discipline historique traditionnelle. Ainsi, la postmodernité ne se contente pas de critiquer la philosophie de l'histoire. Elle ambitionne de la dépasser définitivement en proposant une nouvelle façon de concevoir notre rapport au passé, fondée sur la fragmentation, la déconstruction et la multiplicité des perspectives. L'histoire globale de la philosophie représente un nouveau champ de recherche qui émerge dans le paysage académique contemporain. Ce domaine s'intéresse à la circulation des idées philosophiques à travers les cultures et les continents. Les débats méthodologiques sur l'histoire globale et les transferts culturels ont été particulièrement animés ces dernières décennies. Ces discussions portent sur la manière d'étudier les échanges intellectuels entre différentes traditions philosophiques.
Cependant, malgré ces débats théoriques riches, de telles recherches font encore largement défaut en histoire de la philosophie. Ce domaine reste dominé par des approches nationales ou régionales traditionnelles. Des projets de recherche innovants commencent à émerger pour combler cette lacune. L'un des exemples les plus significatifs est l'étude du bergsonisme comme philosophie globale, qui examine comment les idées d'Henri Bergson ont circulé et ont été réinterprétées dans différents contextes culturels. Cette approche globale permet d'étudier comment les concepts bergsoniens comme la durée, l'élan vital ou l'intuition ont été reçus, adaptés et transformés dans des contextes aussi divers que l'Amérique latine, l'Asie ou l'Afrique, créant ainsi de nouvelles synthèses philosophiques. Ces recherches révèlent l'importance des réseaux intellectuels transnationaux et remettent en question les frontières traditionnelles de l'histoire de la philosophie. Elles montrent comment les idées philosophiques se transforment en voyageant et s'enrichissent au contact d'autres traditions de pensée. L'histoire globale de la philosophie représente ainsi un champ de recherche prometteur qui permet de mieux comprendre la richesse et la complexité des échanges intellectuels à travers l'histoire. Elle ouvre de nouvelles perspectives pour appréhender la philosophie comme un patrimoine véritablement mondial. La philosophie contemporaine a connu une transformation majeure avec l'émergence du pragmatisme comme approche dominante. Cette révolution conceptuelle redéfinit notre rapport à l'histoire et à la connaissance. La philosophie traditionnelle cherchait une vérité absolue et une connaissance pure, fondée sur l'identité entre le sujet connaissant et l'objet connu. Le pragmatisme contemporain rompt avec cette approche. Le pragmatisme privilégie l'utilité pratique et l'efficacité d'action. Il ne s'agit plus de découvrir une vérité éternelle, mais d'évaluer les conséquences réelles de nos idées et concepts. Le pragmatisme révèle que l'identité traditionnelle entre sujet et objet n'est qu'une illusion. Cette séparation nette entre celui qui connaît et ce qui est connu ne correspond pas à la réalité de notre expérience. Cependant, cette illusion reste nécessaire à l'opération pratique. Nous avons besoin de cette distinction conceptuelle pour agir efficacement dans le monde, même si elle ne reflète pas une vérité métaphysique absolue. Cette approche pragmatique transforme radicalement notre conception de l'histoire. Plutôt que de chercher le sens ultime des événements passés, nous nous demandons quelle utilité ils peuvent avoir pour l'action présente. L'histoire devient un outil pratique. Les questions centrales ne sont plus métaphysiques, mais pragmatiques. Comment les leçons du passé peuvent-elles orienter nos décisions et influencer notre comportement actuel? Le pragmatisme opère un renversement fondamental. Alors que la philosophie traditionnelle privilégiait la recherche de la vérité absolue, l'approche contemporaine met l'accent sur l'utilité pratique. Cette transformation influence profondément notre rapport à l'histoire. L'histoire n'est plus évaluée selon sa capacité à révéler une vérité éternelle, mais selon son potentiel à guider l'action et à produire des effets concrets dans le présent. Ainsi, le pragmatisme contemporain redéfinit la philosophie de l'histoire en privilégiant son utilité pratique sur sa prétention à la vérité absolue, transformant notre manière de concevoir le passé et son rôle dans nos actions présentes. Après des décennies de critiques et de remises en question, la philosophie de l'histoire connaît aujourd'hui un regain d'intérêt remarquable. Cette renaissance intellectuelle répond aux défis complexes de notre époque contemporaine. Cette évolution s'inscrit dans une chronologie précise. Pendant plusieurs décennies, la philosophie de l'histoire a fait l'objet de critiques importantes, remettant en question ses fondements et ses méthodes traditionnelles. Cependant, nous assistons aujourd'hui à un mouvement inverse. Un regain d'intérêt significatif émerge, porté par la nécessité de comprendre les enjeux complexes de notre monde contemporain. Ce renouveau s'explique par l'émergence de défis contemporains majeurs qui nécessitent une compréhension historique approfondie. La mondialisation, les révolutions technologiques, les crises environnementales et les défis démocratiques exigent une perspective historique éclairée. Ce regain d'intérêt se justifie par plusieurs raisons fondamentales. D'abord, la nécessité de comprendre les racines historiques de nos problèmes contemporains.
Ensuite, l'importance d'identifier les patterns et cycles qui se répètent dans l'histoire humaine. Il s'agit également de tirer des leçons concrètes des expériences passées pour éclairer nos décisions présentes et de développer une vision critique qui nous permette de mieux analyser notre époque. L'histoire devient ainsi un outil indispensable pour comprendre notre présent. Les leçons du passé nous offrent des clés de lecture essentielles pour décrypter la complexité du monde contemporain et anticiper les défis futurs. Cette réévaluation marque un tournant important. La philosophie de l'histoire retrouve sa pertinence et sa légitimité face aux enjeux contemporains complexes, offrant des outils conceptuels indispensables pour naviguer dans notre monde en mutation. La pensée critique constitue un outil fondamental pour analyser notre perception de l'histoire. Elle nous permet de questionner nos présupposés et d'examiner les valeurs qui influencent notre interprétation du passé. La pensée critique appliquée à l'histoire implique plusieurs capacités essentielles. Analyser objectivement les événements, remettre en question nos sources, identifier nos biais personnels et évaluer différentes interprétations des faits historiques. Les composants de la pensée critique incluent l'analyse pour décomposer les événements complexes, l'évaluation pour juger la crédibilité des sources, l'inférence pour tirer des conclusions logiques et l'autorégulation pour contrôler nos propres biais et préjugés. Notre perception de l'histoire passe à travers plusieurs filtres: nos valeurs éthiques personnelles, notre contexte culturel et les perspectives de notre époque actuelle. Ces filtres transforment notre compréhension des événements historiques bruts en interprétations personnelles et subjectives. Comme le montre cet exemple, plusieurs facteurs influencent les interprétations historiques. Les historiens utilisent des sources différentes, ont des perspectives théoriques divergentes et peuvent même définir différemment les concepts clés comme celui de chartiste. Cette timeline de l'histoire de l'éthique illustre comment chaque époque développe ses propres cadres moraux. La pensée critique nous aide à reconnaître comment ces perspectives temporelles influencent notre jugement sur les événements historiques. Développer sa pensée critique permet une compréhension plus nuancée de l'histoire, aide à identifier nos propres biais, favorise un positionnement éclairé face aux événements et enrichit notre rapport au passé. C'est un outil essentiel pour comprendre les enjeux de l'histoire contemporaine et construire une vision plus objective du monde. L'histoire de la philosophie ne peut plus être étudiée de manière isolée. Elle s'enrichit aujourd'hui grâce au dialogue avec de nombreuses autres disciplines académiques. L'approche interdisciplinaire consiste à faire dialoguer l'histoire de la philosophie avec d'autres champs d'études. Cette méthode permet une compréhension plus riche et plus complète des phénomènes philosophiques. Comme le montre cette carte conceptuelle, la philosophie elle-même est constituée de branches interconnectées. Cette interconnexion naturelle facilite le dialogue avec d'autres disciplines externes. 3 disciplines principales enrichissent particulièrement l'histoire de la philosophie: l'histoire des sciences, la sociologie et les études culturelles. Chacune apporte sa perspective unique. L'histoire des sciences contextualise les idées philosophiques dans leur époque scientifique. La sociologie analyse l'impact social et les conditions socio-économiques. Les études culturelles examinent la transmission et l'adaptation culturelle des idées. Ce diagramme illustre parfaitement le modèle d'interconnexion disciplinaire. Tout comme la sociologie au centre dialogue avec l'anthropologie, l'histoire, la psychologie et l'économie, l'histoire de la philosophie s'enrichit de ces mêmes connexions. Cette approche interdisciplinaire apporte 3 bénéfices majeurs. Premièrement, une compréhension contextualisée qui situe les idées philosophiques dans leur environnement historique et social. Deuxièmement, elle offre de nouvelles perspectives d'analyse en croisant les approches méthodologiques de différentes disciplines. Troisièmement, elle permet le développement de méthodes de recherche innovantes qui combinent les outils de plusieurs champs d'études. Prenons l'exemple concret de l'étude des grands philosophes antiques. L'analyse de Socrate, Platon et Aristote ne se limite plus à leurs textes, mais intègre l'histoire sociale de l'Athènes antique,
la linguistique pour comprendre l'évolution des concepts et l'anthropologie culturelle pour saisir les pratiques intellectuelles de l'époque. Cette timeline illustre parfaitement l'apport de l'approche interdisciplinaire. Elle permet de situer les philosophes dans leur contexte temporel précis et d'analyser les influences réciproques entre penseurs contemporains, enrichissant ainsi notre compréhension de l'évolution des idées. En conclusion, le dialogue interdisciplinaire crée un enrichissement mutuel. L'histoire de la philosophie apporte sa rigueur conceptuelle, tandis que les autres disciplines offrent leurs méthodes spécialisées. Cette collaboration produit une connaissance plus complète et ouvre de nouvelles perspectives de recherche. L'avenir de l'histoire de la philosophie réside dans cette ouverture interdisciplinaire qui permet une compréhension plus riche et plus nuancée de notre héritage intellectuel. La globalisation de l'histoire de la philosophie représente une approche révolutionnaire qui examine comment les idées philosophiques circulent, se transforment et s'adaptent à travers différentes cultures et contextes géographiques. Traditionnellement, l'histoire de la philosophie était organisée selon des branches distinctes et des traditions géographiques séparées. Chaque région développait ses propres écoles de pensée de manière relativement isolée. La perspective globalisée révèle comment les idées philosophiques traversent les frontières géographiques et culturelles. Les concepts ne restent plus confinés à leur région d'origine, mais voyagent et évoluent. Ces flux d'idées créent un réseau complexe d'échanges intellectuels. Une idée née en Europe peut être réinterprétée en Asie, puis transformée en Amérique, créant de nouvelles synthèses philosophiques. Lorsque les idées philosophiques traversent les frontières culturelles, elles subissent des transformations profondes. Chaque contexte culturel apporte ses propres perspectives, valeurs et méthodes d'interprétation. Cette circulation globale crée une richesse extraordinaire de réinterprétation. Le bergsonisme français s'est répandu mondialement, le pragmatisme américain a influencé l'Europe et le zen japonais a transformé la pensée occidentale. Cette approche globalisée de l'histoire de la philosophie ouvre de nouvelles perspectives de recherche, développe des méthodes innovantes d'analyse, élargit notre compréhension des traditions philosophiques et offre des perspectives d'avenir prometteuses pour l'étude interculturelle de la pensée. La globalisation de l'histoire de la philosophie révèle ainsi que les idées ne connaissent pas de frontières définitives. Elles voyagent, se transforment et s'enrichissent mutuellement, créant un patrimoine intellectuel véritablement universel qui transcende les divisions géographiques et culturelles traditionnelles. Une des questions les plus fondamentales en histoire concerne notre capacité à atteindre une objectivité totale. De nombreux philosophes et historiens soulignent que cette objectivité parfaite reste un idéal difficile à réaliser. Pour comprendre cette difficulté, examinons le spectre de la connaissance qui va de l'objectivisme pur au subjectivisme. L'histoire se situe quelque part entre ces deux extrêmes, dans une zone que nous appelons le constructionnisme. L'objectivisme prétend à une vérité absolue et indépendante de l'observateur. Le subjectivisme considère que toute vérité est entièrement relative. L'histoire, elle, relève du constructionnisme. Elle construit une vérité à travers l'interprétation des sources et des traces du passé. Comme le montre ce diagramme, la subjectivité se manifeste dans de nombreux domaines de la vie humaine. En histoire, l'historien apporte nécessairement ses propres valeurs, perspectives culturelles et préjugés inconscients qui influencent son travail. La recherche historique, malgré ses méthodes rigoureuses, fait face à des défis constants. Les sources sont souvent incomplètes ou biaisées. L'interprétation des traces du passé est nécessaire et la distance temporelle crée des obstacles à la compréhension. Face à cette difficulté d'atteindre une objectivité totale, les historiens doivent adopter une approche équilibrée. D'un côté, l'humilité nous amène à reconnaître nos limites et à accepter une part de subjectivité. De l'autre, la rigueur méthodologique nous permet de minimiser les biais et d'approcher au mieux la vérité historique. En conclusion, connaître la difficulté d'atteindre une objectivité totale n'est pas un aveu d'échec,
mais plutôt le fondement d'une pratique historique responsable et consciente de ses propres limites. Cette reconnaissance permet aux historiens de travailler avec plus de transparence et d'honnêteté intellectuelle. La déontologie de l'historien constitue l'ensemble des principes éthiques et méthodologiques qui garantissent la rigueur scientifique de la recherche historique. Ces règles sont essentielles pour maintenir la crédibilité et l'objectivité de la discipline historique. Le premier principe fondamental est l'impartialité. L'historien doit s'efforcer de mettre de côté ses préjugés personnels, ses opinions politiques et ses croyances pour analyser les faits historiques de manière objective. Le deuxième principe crucial est la vérification rigoureuse des sources. L'historien doit examiner l'authenticité, la fiabilité et la pertinence de chaque document ou témoignage utilisé dans sa recherche. La méthodologie de recherche historique suit un processus structuré et rigoureux. Chaque étape doit être documentée et justifiée pour assurer la transparence et la reproductibilité de la recherche. Le troisième principe fondamental est la transparence dans la présentation des résultats. L'historien doit clairement indiquer ses sources, expliquer sa méthodologie et reconnaître les limites de son travail. Le non-respect de ces principes déontologiques peut avoir des conséquences graves: perte de crédibilité scientifique, propagation d'informations erronées et manipulation de l'opinion publique à des fins politiques ou idéologiques. En conclusion, la déontologie de l'historien n'est pas seulement une question d'éthique professionnelle, mais un pilier fondamental qui garantit la valeur scientifique de l'histoire et sa contribution à la compréhension du monde. La philosophie politique joue un rôle fondamental dans notre compréhension des enjeux démocratiques contemporains. Elle nous fournit les outils conceptuels nécessaires pour analyser et évaluer les structures politiques qui gouvernent nos sociétés. La philosophie politique nous aide à comprendre les défis complexes de la démocratie moderne. Elle examine l'équilibre délicat entre la liberté individuelle et le bien commun, questionne la légitimité du pouvoir politique et analyse les conditions nécessaires à une participation citoyenne véritablement éclairée. La question de la justice sociale traverse tout le spectre politique. La philosophie nous aide à comprendre les différentes conceptions de la justice, de l'égalité des chances à la redistribution des richesses, en passant par la protection des droits fondamentaux et la promotion de la solidarité sociale. La philosophie politique facilite la construction d'un consensus éclairé en promouvant le dialogue rationnel entre différentes idéologies. Elle nous enseigne à analyser de manière critique les arguments politiques, à rechercher la compréhension mutuelle et à identifier des solutions communes malgré nos différences. La philosophie politique examine les valeurs fondamentales qui sous-tendent nos sociétés. Elle analyse comment des concepts comme la liberté, l'égalité, la fraternité, la justice et la dignité humaine s'articulent pour former les fondements de notre organisation sociale et politique. L'impact de la philosophie politique sur nos décisions est considérable. Elle nous guide dans l'analyse philosophique des enjeux, l'évaluation éthique des options, la délibération démocratique et finalement vers des décisions plus justes, légitimes et durables pour l'ensemble de la société. Ainsi, la philosophie politique n'est pas seulement une discipline académique, mais un outil pratique indispensable pour naviguer dans la complexité des enjeux politiques contemporains et construire des sociétés plus justes et plus démocratiques. Nous arrivons au terme de notre exploration philosophique de l'histoire. Cette conclusion nous permet de synthétiser les différentes perspectives étudiées et de comprendre pourquoi l'histoire constitue un outil essentiel pour comprendre notre monde contemporain. Cette frise chronologique illustre la richesse et la complexité de l'histoire humaine. De la métallurgie du fer en Afrique aux grands empires antiques, chaque époque apporte sa contribution à notre compréhension du monde. L'histoire n'est pas simplement une succession d'événements, mais un tissu complexe d'interactions humaines. Notre étude révèle que l'histoire possède 3 dimensions fondamentales. D'abord, elle est une science du passé qui utilise des méthodes rigoureuses pour rechercher la vérité historique. Ensuite, elle constitue une construction culturelle influencée par les perspectives et les contextes de ceux qui l'écrivent.
Enfin, elle représente une dynamique humaine, révélant comment les actions collectives transforment les sociétés. Penser l'histoire, c'est interroger notre rapport au temps. Nous ne sommes pas de simples spectateurs du passé, mais des acteurs responsables du devenir collectif. Cette responsabilité implique de comprendre comment les choix passés ont façonné notre présent et comment nos décisions actuelles influenceront l'avenir. L'histoire n'est pas une discipline purement académique, mais un outil pratique pour la vie contemporaine. Elle nous aide à comprendre les enjeux actuels en les replaçant dans leur contexte historique. Elle nous permet de prendre des décisions éclairées en apprenant des expériences passées. Elle développe notre pensée critique en nous montrant la complexité des phénomènes sociaux. Enfin, elle nous donne les clés pour construire un avenir meilleur en évitant les erreurs du passé. En conclusion, l'histoire nous révèle que nous sommes à la fois héritiers du passé et architectes de l'avenir. En cultivant une compréhension historique approfondie, nous développons notre capacité à agir de manière responsable et éclairée dans un monde en constante évolution. L'histoire demeure ainsi un outil indispensable pour comprendre le monde qui nous entoure et pour construire ensemble un avenir plus juste et plus éclairé.